Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invitée ce soir, Najat Vallaud-Belkacem, la candidate du Parti Socialiste aux élections régionales. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Face à vous, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine, je le rappelle, partenaire de l'émission. Comme d'habitude, un petit rappel du CV de notre invité. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été ministre à l'époque de François Hollande, notamment ministre de l'Éducation nationale. Vous avez été porte-parole du gouvernement. Votre carrière politique, on va le rappeler, a démarré ici à Lyon, au Conseil régional, vice-présidente aux côtés de Jean-Jacques Kéran, à la ville de Lyon, adjointe de Gérard Collomb. Vous avez fait la campagne présidentielle en 2007 avec Ségolène Royal, en 2012 avec François Hollande. Et puis après le quinquennat de François Hollande, vous avez été battu aux législatives en 2017 à Villeurbanne face à La République En Marche. Et là, vous vous êtes retiré de la vie politique depuis 4 ans. Donc, vous avez travaillé à l'Ipsos, l'Institut de sondage, et dans une ONG qui lutte contre la pauvreté. Et vous voilà donc de retour sur la scène politique. Alors, pouvez-vous renverser Laurent Wauquiez lors de ces élections régionales? La gauche peut-elle l'emporter? Avec quel programme, quel projet, quelle stratégie? C'est donc la thématique de votre émission ce soir avec Najat Vallaud-Belkacem. Les élections régionales vont être maintenues donc au mois de juin malgré l'épidémie. Ça veut dire que la date du dépôt des listes approche à grands pas. Est-ce que vous êtes encore en discussion avec les écologistes pour faire une union, ou alors c'est mort, ce sera chacun sa route au premier tour? Non, les discussions ont toujours lieu. À ce stade, si vous voulez, parce que vous avez raison de dire que le temps passe quand même, à ce stade, ce qui nous importe, nous, c'est que nous arrivions, quand je dis nous, c'est bien ma liste, l'alternative, qui est déjà le fruit d'un rassemblement, c'est-à-dire les socialistes, mais aussi les radicaux de gauche, mais aussi la gauche républicaine et socialiste, mais aussi Cap Écologie. Et de nouveaux venus qui nous rejoignent aujourd'hui, donc la Manufacture de la Cité et la gauche démocratique et sociale. Et également, pour être complète, les communistes de l'Allier qui nous rejoignent également. Donc en fait, vous voyez, nous sommes déjà un rassemblement. Mais pour répondre à votre question, à l'égard de nos potentiels partenaires que sont ELV et la France Insoumise et les communistes, ce que nous disons, c'est: trouvons les termes d'un équilibre, d'une gouvernance équilibrée entre nous. Je pense que c'est ça, en fait, ce qu'on entend par rassemblement. Nous avons fait des propositions qui sont allées assez loin, y compris ne pas faire de notre tête de liste un préalable, je l'ai dit. Nous attendons, au fond, qu'il en aille de même avec les autres partenaires potentiels. Nous avons quelques jours pour aboutir ou pas. Et si il pourrait y avoir une surprise de dernière minute? Eh bien, écoutez, moi, je le souhaiterais. Mais si nous n'aboutissions pas, alors nous nous retrouverons au soir du premier tour. Et est-ce que vous sentez chez eux une réelle volonté d'alliance, ou est-ce qu'ils vous ont quelque part baladé plusieurs mois? Parce que pendant ce temps, ils ont commencé leur campagne sur le terrain. Pour être franche, je pense que ça dépend de qui on parle exactement. C'est ça le sujet. Fabienne Grébert, la tête de liste. Nous avons des conversations plutôt de bonne qualité avec Fabienne Grébert, c'est par plutôt exemple, les maires écologistes puisque vous en parlez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, chacun de ces blocs que nous sommes est tiraillé en son sein par des gens qui vous poussent à aller plus ou moins loin. Nous, je crois que nous sommes le bloc, en quelque sorte, qui a fait le plus gros effort. D'ailleurs, vous le voyez à notre capacité à rassembler, d'ores et déjà. Mais aussi parce que nous avons, encore une fois, proposé de ne pas faire de ma tête de liste un préalable. C'est-à-dire, si nous trouvons un équilibre avec les autres, OK, l'important, c'est que nous soyons rassemblés. Mais pour l'instant, nous n'avons pas entendu la même chose des autres. Mais l'équilibre, ce serait jusqu'à leur laisser la tête de la présidence de région? C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire oui, qu'en fait, un équilibre, ça compris. veut dire évidemment une tête de liste d'une couleur, mais que la majorité de la région, elle, du coup, représente beaucoup plus la partie qui a fait l'effort. Donc, c'est cet équilibre-là que nous n'avons pas trouvé. Et c'est une déception. Je le redis. Encore une fois, l'histoire n'est pas finie. Les portes continuent d'être ouvertes et je vois que vous voulez passer à autre chose. Donc, je vais vous dire, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler aux électeurs et de parler aux Auvergnats-Rhône-Alpins. Justement, est-ce que c'est pas trop kamikaze de choisir ces élections pour votre tour politique, puisque dans les sondages, il y a 3 listes à 12-13% et Wauquiez est très largement devant? Ça dépend la définition que vous donnez au mot engagement politique. Moi, l'engagement politique, pour moi, ça n'est pas venir s'installer dans un siège une fois que tout a été dégagé et que c'est parfaitement calme. Non, l'engagement politique, il est forcément par temps de tempête. Je veux dire, c'est au moment où c'est dur, au moment où justement il faut aller à la bataille, qu'on attend de vous que vous ayez du courage et que vous y alliez. Et ma foi,
J'ai conscience que c'est une élection difficile, que c'est une campagne difficile déjà en soi et alors dans les conditions actuelles encore plus. Mais précisément, je trouve que dans cette région, il faut venir maintenant défendre d'autres idées, d'autres valeurs que celle que Laurent Wauquiez a développée depuis 6 ans. Et donc, ça justifie totalement mon engagement. Est-ce qu'elle est gagnable ? Oui, naturellement. Alors là, je le redis aux habitants de cette région, évidemment qu'une alternative est possible. Et c'est pour ça que je m'engage. Et je m'engage précisément parce que je sais que vous avez besoin de cette alternative. 70% des communes gérées par la droite en Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire que le bleu domine. Vous êtes à 12% dans le dernier sondage. La région gagnable, c'est pas la méthode Coué, ça ? Bon, d'abord, une élection n'est jamais faite avant le jour de l'élection, comme vous le savez. Deuxièmement, les dernières élections municipales, on en pense ce qu'on veut, mais à ce compte-là, est-ce qu'elles étaient forcément représentatives de l'appétence des électeurs ou pas, vu la confusion qui a régné autour de la date du second tour, etc. C'est pas très clair pour moi. Et troisièmement, même quand on a une majorité de municipalités qui sont de droite, comme vous venez de le dire, on peut quand même constater que la politique conduite par l'actuel président de région, Laurent Wauquiez, franchement, conduit cette région à sa perte. Sur tous les plans, non-préparation de l'avenir, non-construction d'infrastructures indispensables et notamment de lignes de train par exemple, non-protection des habitants. Les gens s'en rendent compte. On va en parler qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. De tout ça. Vous avez donc choisi ces régionales pour faire votre retour en politique. Est-ce qu'on peut dire, Najat Vallaud-Belkacem, que Laurent Wauquiez lui-même, c'est un peu un moteur de votre motivation, que vous détestez tellement sa politique que c'est ce qui vous incite à aller dans l'arène pour combattre ? Là où je vous rejoins, c'est que je déteste la politique de Laurent Wauquiez. Je ne m'en cache pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je la déteste sur le fond parce que de façon extrêmement objective, lorsque vous regardez l'incurie qui a été la sienne à piloter de façon intelligente, stratégique cette région, je veux dire, il n'a rien préparé sur le plan économique, il n'a pas aidé notre industrie à prendre le pas de la transition écologique indispensable pour ce territoire, il n'a pas aidé nos agriculteurs sur le fond à faire face au changement climatique qui les attend et devant lequel ils sont désarmés, il n'a pas aidé à diversifier l'activité en montagne, il n'a fait que du saupoudrage, que des solutions finalement qui ne règlent rien et qui ne préparent rien. Et s'agissant des habitants, honnêtement, il a mis fin à des tarifications sociales qui ont pesé sur les plus pauvres, notamment pour l'utilisation des transports ou les cantines scolaires dans les lycées. Il n'a pas créé, là encore, les infrastructures indispensables, les lycées publics dont j'ai parlé récemment. Il n'a pas financé la formation professionnelle qu'il aurait dû financer pour que les gens puissent se reconvertir. Donc, en fait, sur le fond, si vous voulez, grosso modo, il a tout faux. Il a tout faux. Il a mal géré cette région. Et sur la forme, sa gouvernance est insupportable. Vous l'avez même qualifié de mini-Trump. Or, et souvent, sa gouvernance est insupportable. Souvent, vous avez critiqué la violence du débat politique. Est-ce que mini-Trump, c'est pas un peu trop fort ? Il n'est pas climato-sceptique. Il est peut-être moins misogyne aussi. Est-ce que c'est vraiment, une comparaison qui est pertinente ? D'abord, mon propos était bien choisi parce que c'est lui qui vantait les mérites de Trump il n'y a pas si longtemps. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi les observateurs soudain ont la mémoire très très courte à l'égard de Laurent Wauquiez. Pour cette seule raison, c'était pas d'autres points communs. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il y a cela, mais il y a aussi l'utilisation des contre-vérités à répétition, les annonces qui n'ont en réalité aucune... je vais vous en donner un exemple, très précis. Par exemple, j'entends souvent dire, mais quand même, Laurent Wauquiez n'est-il pas un bon gestionnaire, etc. etc. Non, en fait, non. D'une part, comme je l'ai dit récemment, en fait, il a fait des économies à la région dans la poche des plus pauvres en mettant fin à des tarifications sociales, comme je le disais, en se désengageant de la formation professionnelle, en se désengageant du logement social, de la politique de la ville. Donc, il a fait ses économies dans la poche des plus pauvres. Mais deuxièmement, par exemple, là, il apparaît, parce que je suis allée regarder les chiffres, j'étais étonnée de voir Laurent Wauquiez s'engager successivement sur des dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros auprès de différentes villes de la région. Il y a aujourd'hui, à la fin de ce mandat, un stock d'autorisation de programme, c'est-à-dire d'engagement annoncé par Laurent Wauquiez, de 6 milliards d'euros qui ne sont aucunement financés. En clair, vous voulez dire qu'il fait des promesses, mais cet argent n'est pas dépensé. Mais cet argent n'existe pas, n'est pas dépensé. Et donc, ça veut dire concrètement que ce sont des mairies, par exemple Grenoble, qui attend qu'on lui finance des investissements sur lesquels Laurent Wauquiez s'est engagé, etc. Mais l'argent n'arrivera pas et il n'est pas arrivé depuis des années déjà. Mais ça arrive dans de nombreuses collectivités locales. Non, pas du tout. Et je vais vous dire, pas à ce niveau, mais c'est fréquent. Je vais vous dire, Lionel Favreau, il y a aussi une chose qui n'est pas arrivée dans d'autres collectivités locales, c'est le fait de voir son budget retoqué 2 années de suite par la Chambre régionale des comptes.
ça n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire de France, une seule fois par le passé. Dans notre région, ça s'est produit 2 années de suite sous Laurent Wauquiez. Et quand votre budget est retoqué, vous savez pourquoi ? Pour insincérité. Parce que précisément, il raconte n'importe quoi à longueur de journée. Donc, je vous invite quand même à investiguer peut-être sur ce point, mais voilà ce que je lui reproche. Vous l'accusez dans la forme, on va dire, de faire campagne aussi avec l'argent public. Vous dénoncez une... Ça va de soi. Ça va de soi, bon, c'est vous qui le dites. Vous lui reprochez à gauche également son clientélisme à travers les subventions qui sont distribuées en fonction de la couleur politique. On se souvient de l'enquête de Mediapart. Si vous êtes élu, question très précise, est-ce que vous allez retirer ces fameux panneaux bleus à l'entrée des villages Auvergne-Rhône-Alpes ? Ça paraît anecdotique, mais ça en dit long sans doute, c'est un marqueur de l'ère Wauquiez. Mais en fait, les panneaux bleus, comme vous dites, c'est symptomatique plus que le fond de l'affaire. C'est symptomatique de quoi ? C'est symptomatique du fait que Laurent Wauquiez est plus obsessionnel de sa propre communication personnelle que du fond des politiques conduites sur le territoire. Au fond, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout que le territoire soit bien maillé de ces panneaux bleus. Mais la question, encore une fois, c'est en quoi a-t-il préparé ce territoire face aux indispensables transitions ? Je vous en donne un exemple. J'ai déjà parlé de transition écologique. On va parler un peu d'économie. On est en train de traverser une des pires crises économiques, sans doute de l'après-Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, derrière la crise sanitaire. Même à la sortie de la crise sanitaire, cette crise économique, elle va être terrible parce que des entreprises vont faire faillite, parce qu'il va y avoir des plans sociaux, des gens licenciés. On va avoir beaucoup de chômeurs, soyons clairs. Qu'est-ce que fait M. Wauquiez pour préparer la suite, c'est-à-dire être aux côtés des entreprises, non pas comme un pompier qui vient éteindre le feu, mais pour préparer avec elles la suite ? Moi, maintenant venons-en à ce que je ferais moi si j'étais présidente de région et lorsque je le serais. Eh bien, je créerai une société d'économie mixte régionale qui me permettra d'intervenir dans le capital des entreprises pour les aider à innover. J'interviendrai en fonds propres, en capital, parce qu'elles ont besoin de ça, à innover, à relocaliser de l'activité, à s'engager dans les transitions énergétiques et écologiques dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ce faisant, on créera de l'emploi, on créera de l'activité. Et pour le faire, simplement si ça intéresse vos auditeurs, cette société d'économie mixte régionale, je souhaite qu'elle puisse, donc il y aura les fonds de la région, je prévois d'y mettre 200 millions d'euros, qui auront un effet levier d'1 milliard d'euros, mais je prévois aussi qu'elle puisse être abondée par des fonds de secteur privé, c'est-à-dire les banques, les entreprises, voire les particuliers qui ont quand même, pour certains d'entre eux, dégagé une épargne intéressante. Mais quand Laurent Wauquiez se targue concrètement d'avoir accompagné des relocalisations, des nouvelles usines, c'est du concret qui sort de terre. Quand il fait le campus numérique, est-ce que c'est des choses que vous n'auriez pas faites, vous considérez mal fait ? Est-ce que le campus numérique, c'est une coquille vide ? Quel est votre point de vue sur ça qui sont des autorisations de programmes dépensés ? Le campus numérique, puisque vous l'évoquez, en fait, aujourd'hui, c'est un lieu de résidence. On ne peut pas être vraiment contre parce que ça a l'air d'être dans l'air du temps qu'en effet, de soutenir le numérique. Mais quand on connaît les atouts exceptionnels d'une région comme la nôtre en matière justement de numérique, c'est-à-dire ces laboratoires de recherche, ces entreprises, ces start-up, on se dit, mais en fait, la région aurait dû en effet investir le numérique au sens de créer vraiment une Silicon Valley dans laquelle on aurait soutenu des start-up pour créer, ex nihilo, de nouveaux produits qu'on pouvait exporter et qui pouvaient faire vraiment notre rayonnement. Aujourd'hui, allez le voir, ce campus numérique, ça accueille des formations qui existaient déjà, qui n'avaient pas besoin de la région pour exister, et ça leur offre un lieu de résidence. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel, honnêtement. Najat Vallaud-Belkacem, vous dites, donc on l'a bien compris, la politique de Laurent Wauquiez ne répond pas aux besoins des habitants. On va quand même dire qu'il est en tête des sondages, donc c'est bien que la population paraît un petit peu satisfaite. Mais bon, sur les TER, sur les lycées, vous proposez quoi ? Vous nous dites, voilà, sa gestion budgétaire, c'est des budgets rabotés. Vous remettrez quel budget à flot, donc ? Moi, ce que je dis, c'est que d'abord, les transports collectifs, de manière générale, vous savez que c'est quand même un champ de compétences absolument essentiel de la région. C'est énorme. Typiquement le type de compétences dans lesquelles, si la région n'intervient pas, il ne va pas y avoir une autre collectivité qui va venir se substituer un beau matin. Donc concrètement, les petites lignes de train qui ont fermé sous Laurent Wauquiez, et elles sont extrêmement nombreuses, vous n'imaginez pas les témoignages que j'ai des habitants de toute la région. Concrètement, les guichets de gare qui ont fermé, même chose. Donc un service public ferroviaire qui malheureusement s'est dégradé. Mais vous prenez le TER ? Évidemment que ça m'arrive. Mais par exemple, en parlant de cela,
Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas avancé sur la question d'un RER métropolitain? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé sur le cadencement? Wauquiez le promet pour oui, bien le sûr, prochain mais ça mandat. fait 6 ans qu'il est là, c'est dommage quand même. Pourquoi? Justement, un mot sur les politiques des écologistes à Lyon et à la métropole. Est-ce qu'il y a des décisions, des priorités dont vous pourriez vous inspirer? Par exemple, on sait que l'égalité homme-femme vous tient à cœur, vous avez fait passer des lois dans ce sens quand vous étiez ministre. Est-ce que le budget genré qui a été voté à la mairie de Lyon, c'est quelque chose que vous pourriez reprendre pour la région? Oui, naturellement. Mais ça, je veux dire, c'est pas les écologistes qui ont inventé l'idée qu'à un moment donné, il faut veiller dans les politiques publiques qu'on adopte à ce que ces politiques publiques ne viennent pas creuser les inégalités entre les femmes et les hommes. Oui, mais ça, je veux dire, ceux qui créent des polémiques, généralement, ne sont pas ceux qui se retroussent les manches pour agir. Donc, honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je dis simplement, bon, ils ont évidemment eu raison d'adopter ce type de budget, ce qui signifie concrètement, parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans toutes les politiques publiques qu'on est amené à conduire ensuite, on veille à ce que les équipements sportifs qu'on soutient accueillent autant de sport féminin que de sport masculin, les équipements de culture qu'on soutient financièrement accueillent autant de femmes que d'hommes. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous intéressent dans le transport dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que, par exemple, les fameux téléphériques ou le développement des voies vélo qui sont critiqués, y compris par Gérard Collomb qui vous a lancé en politique, il n'y a pas que la droite qui les critique. Non, mais je crois qu'en fait, comme vous le dites, souvent les mesures adoptées par les maires écologistes font face à une espèce de mur de critique. D'écolo-bashing d'écolo-bashing en quelque sorte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois des maladresses, mais enfin, honnêtement... oui, on a besoin d'une transition énergétique, d'une transition écologique, de politiques publiques qui changent la donne. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le soutien. Sur le soutien à l'économie que j'évoquais tout à l'heure et que je compte mener. Moi, je mettrais de la conditionnalité, évidemment, face aux entreprises. J'aurais un vrai pilotage. C'est-à-dire que je dirais aux entreprises... Sur l'environnement. Nous avons besoin, évidemment, d'une conditionnalité écologique, d'une conditionnalité sociale et aussi en matière d'égalité femmes-hommes, par exemple. Ce que ne fait pas Laurent Wauquiez. Ce que ne fait pas Laurent Wauquiez, parce que ça ne l'intéresse pas. Pour reparler de Laurent Wauquiez, parce que vous faites quand même feu de tout bois contre lui, et c'est bien normal, c'est le président sortant. Sa gestion de la crise sanitaire, on l'a beaucoup vu sur les masques, sur les dépistages. Vous reconnaissez quand même que ça, ce sont bien des actions en faveur des habitants. Ah oui, mais en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous avez évoqué les sondages en disant qu'il était haut dans les sondages. Tous les présidents de région sortants sont hauts dans les sondages. Enfin, franchement, vous êtes observateur depuis suffisamment longtemps pour comprendre qu'il y a naturellement une prime aux sortants aujourd'hui à ces présidents de région, du fait du Covid, qui a montré malheureusement à certains égards une incurie du gouvernement, c'est vrai, sur l'affaire des masques, sur l'affaire des tests. Et donc, les présidents de région, quelle que soit leur couleur politique, sont apparus comme les sauveurs, parce que du coup, eux, envoyaient des masques et organisaient des tournées de tests. Bon, mais on ne peut pas juger de la qualité de la gouvernance et des politiques publiques de Laurent Wauquiez sur la période de la crise sanitaire. Il faut regarder depuis 2015 ce qui a été fait ou pas fait. Et moi, je vais vous dire, le problème, c'est que depuis 2015, si on reste sur le domaine de la santé, qu'a-t-il fait, par exemple, pour lutter contre les déserts médicaux? Alors qu'il s'était engagé, je me souviens de sa campagne de 2015, il en a beaucoup parlé. Eh bien, je vais vous dire, en 2015, on était à 5% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vivait en désert médical. Aujourd'hui, nous sommes à 5,5%. Il y a plus de gens qui se retrouvent à plus d'une demi-heure d'un médecin. Ça, c'est pas acceptable. Moi, j'adopterai les politiques nécessaires pour qu'on ne soit jamais à plus d'un quart d'heure d'un professionnel de santé. Et c'est pour ça que je soutiendrai notamment les maisons de santé pluridisciplinaires. On parle un peu de la sécurité avec vous, Lionel. Est-ce que, comme Laurent Wauquiez, vous auriez débloqué des subventions à certaines mairies, comme Bron, dans l'agglomération, pour subventionner la lutte contre l'insécurité ? Alors moi, je pense qu'il faut aller sur la lutte contre l'insécurité. Alors tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. C'est pas une compétence de la région à la base. En disant par exemple que ce n'est pas une compétence centrale de la région. Mais moi, j'estime, vous savez, j'ai dit que je souhaitais protéger les habitants. Au fond, je veux développer l'activité économique et leur offrir de l'emploi et protéger les habitants. Je ne sais pas avec qui ça crée il faudra leur demander. Mais en tout cas, moi, je suis très attachée à cette question de la sécurité. Peut-être est-ce parce que j'ai pas toujours vécu, si vous voulez, dans des beaux quartiers. J'ai vécu, moi, en quartier populaire et je sais qu'on a besoin de sécurité. Donc,
pour le coup, donc pour le coup, ça vous fait un point commun avec Laurent Wauquiez. Voilà, non, je serais, mais peut-être pas de la même façon que lui, parce que lui cherche souvent la polémique pour rien. Mais moi, dans l'efficacité de l'action, je serais à la fois en effet pour de la vidéosurveillance et notamment dans les transports parce qu'il y en a besoin, mais je suis aussi pour le déploiement de forces humaines. On a besoin de personnel. Et là encore, enfin, Laurent Wauquiez, malheureusement, a appartenu, même si ça vous paraît loin, à un gouvernement qui avait supprimé 13 000 postes dans la police et les effets s'en font ressentir encore aujourd'hui. Alors, comme chaque émission, il y a les questions des internautes posées via les réseaux sociaux de BFM Lyon. La première, la voici. Que prévoyez-vous en faveur des jeunes et est-ce que vous allez supprimer les portiques de sécurité à l'entrée des lycées? Et comment vous jugez le bilan sur les lycées de Laurent Wauquiez? Vous n'avez pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, sur les jeunes, d'abord... si vous voulez, la région est vraiment la collectivité maîtresse sur les jeunes. Quelle chance nous avons, parce que c'est quand même le sujet passionnant par excellence. Avec les lycées, les apprentis, avec la formation professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, on a toutes les cartes en main pour aider notre jeunesse. Donc concrètement, moi, je créerais un pacte liberté et émancipation pour la jeunesse. Dans ce pacte liberté et émancipation, vous trouverez un bouclier sanitaire et social, un bouclier qui permettra aux jeunes finalement de se soigner, c'est-à-dire que nous aurons des bons pour pouvoir aller se soigner, avoir y compris une aide en termes de santé psychologique, de s'alimenter, une forme d'aide personnalisée à l'alimentation avec des produits de qualité de nos terroirs, pour aider notamment nos agriculteurs, de se loger. Je retravaillerai sur la création de logements étudiants, ce que Laurent Wauquiez a complètement oublié ces dernières années. Donc ça, c'est le bouclier sanitaire et social. Et puis ensuite, l'émancipation, c'est quoi ? C'est la formation. Donc évidemment... On en a parlé. Vous construirez des lycées aussi parce que vous dites Laurent Wauquiez a pris beaucoup de retard. Oui. Enfin oui, je le répète ici, c'est quand même impressionnant qu'une région comme la nôtre, à la démographie montante, n'ait pas vu de lycée public sortir de terre. Je dis bien sortir de terre parce que je connais... Oui, il y a des projets à mes yeux, bien sûr, je connais les arguments qui consistent à me dire « Mais si, regardez, il y en a un qui est annoncé pour 2024 ». Oui, ça va. On a quand même des points de comparaison avec d'autres régions, puis on a été en responsabilité. Je veux dire, je ne sors pas de nulle part. Je sais que normalement, par exemple, la région Rhône-Alpes, en moyenne, sur un mandat avant, avant 2015, elle sortait 4 lycées nouveaux. Donc, ils sont où les 4 lycées qui auraient dû sortir au minimum ? Autre question des internautes. Êtes-vous dans cette aventure des régionales soutenu par François Hollande et est-ce que vous êtes en contact avec lui ? Je pense que je suis soutenue, j'en sais rien. À vrai dire, nous n'avons pas eu cette conversation, mais enfin... Vous n'êtes pas en contact régulier ? Non, je ne suis pas en contact régulier, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est simplement que je suis très concentrée aujourd'hui sur ce que je fais. Mais oui, il n'y a pas de... Et vos années avec François Hollande, le bilan du quinquennat, vous ne le traînez pas un peu comme un boulet ? Je pense... Enfin, ça, c'est une question intéressante parce que... Au fond, le fait pour François Hollande de ne pas s'être représenté à l'élection présidentielle en 2017 est pour moi un problème, c'est-à-dire que moi je plaidais pour qu'il y aille parce que le fait de ne pas y aller ne lui a pas permis de défendre son bilan et a donné finalement à tous ses détracteurs la possibilité d'écrire un récit strictement négatif sur le bilan. Alors à l'époque de François Hollande... La vérité, c'est que le bilan était à bien des égards très positif. Donc moi aujourd'hui, je me retrouve à essayer de rappeler ce qu'il y avait de positif dans ce bilan. Je suis confrontée parfois à ce type de réaction, mais je pense qu'il faut tourner la page. Il y a eu Emmanuel Macron entre-temps. Il y avait une autre spécificité de François Hollande. François Hollande revendiquait être un président normal. Ça a créé pas mal de polémiques. Vous l'avez défendu. Est-ce que vous seriez une présidente de région normale si vous gagnez ? Au sens où j'entendais la normalité, y compris dans la bouche de François Hollande, c'est-à-dire à mes yeux plutôt de façon vertueuse, c'est-à-dire la normalité, comment dire, de ne pas se prendre pour un surhomme et donc de ne pas hyper personnaliser le pouvoir, de travailler en collectif. Vous pensez à quelqu'un ? Ouais, par exemple, de ne pas être autoritariste, de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Ouais, cette normalité-là. Donc l'opposé d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, ou même de Laurent Wauquiez, franchement. Wauquiez. Mais je vais vous dire, par exemple, l'un des engagements que j'ai pris et que je rappelle ici, c'est que sous ma mandature, lorsque je serai présidente de région, eh bien, chaque année, les subventions et les aides que la région aura distribuées feront l'objet d'une évaluation par un cabinet d'audit et des ONG pour vérifier que tout ça est éthique, versé sur la base de critères allant dans le sens des priorités de la région. Et cette évaluation, j'y tiens parce que je pense que l'argent public, en fait, il doit servir le bien commun. Najat Vallaud-Belkacem, on passe à la toute dernière partie de cette émission.
Les questions sans tabou. On vous reproche d'être devenue en quelque sorte une Parisienne. Est-ce que c'est vrai que vous n'aviez plus de logement à Lyon ou dans la région lyonnaise entre 2017 et 2020, que vous aviez quitté la région ? Ce qui est vrai, c'est que je ne vis pas de mes rentes. Donc, du coup, à un moment donné, je n'avais pas forcément les moyens d'avoir de logement. Paris et Lyon. Je suis restée, enfin, je veux dire, j'ai évidemment un appartement à Villeurbanne. Je suis restée toujours très en lien, depuis plusieurs mois maintenant. Mais je suis restée toujours très en lien, évidemment, avec ce territoire, familialement, mais votre logement, amicalement, c'est pour la campagne, pour votre tour. J'ai un logement ici, évidemment, dont je fais l'usage pendant ma campagne, dont je ferai l'usage après ma campagne. Enfin, oui, mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas reprocher aux gens la mobilité justement qu'on essaye de porter, notamment pour la jeunesse de ce territoire. Moi, excusez-moi, j'insiste là-dessus, je veux pas qu'on se comporte comme des gardes-frontières, quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour présider un grand territoire, une région qui doit avoir un rayonnement européen, mondial. En parlant de grand territoire. Donc, du coup, il faut être en capacité, comme je l'ai fait, d'avoir exercé des responsabilités à Paris, de revenir à Lyon à l'international, pour l'élection présidentielle. Oui. Pour l'élection présidentielle, est-ce que vous avez déjà une préférence, Anne Hidalgo, Taubira, un écologiste? Est-ce que vous avez envie de vous présenter à une primaire? Est-ce que j'ai une préférence? Alors, moi, je vais vous répondre. Moi, je pense qu'il faudrait que soit organisée une primaire de l'ensemble des forces de gauche. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait en effet de mettre tous ces candidats que vous avez évoqués, et s'ils se déclarent, et que ce soit les militants de l'ensemble de ces forces de gauche. Écologistes, socialistes réunis, tout le monde. Pour l'ensemble de cette force. Pour terminer, un petit questionnaire sur la région, du tac au tac. Est-ce que vous pouvez nous dire la population de la région ? Bien sûr, 8 millions à peu près, enfin c'est 7 millions et quelques. Combien de lycées ? Oula, alors là vous me posez une colle. Environ 600 établissements, près de la moitié sont privés. Et la préfecture de l'Allier ? La préfecture de l'Allier. C'est dur. Moulins. Bon, 1 sur 3. Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche, n'avait pas fait mieux. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Najat Vallaud-Belkacem. Merci Lionel, merci à vous. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.